Bonjour tout le monde, c'est Agatha, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour une vidéo qui est ni de l'analyse ni de la théorie pour une fois, mais un petit top 10. Et j'ai décidé de commencer cette nouvelle rubrique par ni plus ni moins que le très subjectif top 10 des personnages les plus sous-cotés d'Harry Potter. Je dis liste subjective car je n'y ai pas mis Minerva McGonagall par exemple parce que moi, c'est mon personnage préféré de la saga, joué par une actrice que j'adore, donc selon moi, elle n'est pas sous-cotée. Je la considère comme la meilleure parce qu'elle est la meilleure. En toute objectivité, bien sûr, pas du tout. Je n'ai pas mis non plus le Golden Trio, donc Harry, Hermione et Ron, parce que je pense qu'ils sont aussi cotés à leur juste valeur, voire peut-être un peu surcotés. Bon, bref, ceci est un autre débat. Sinon, j'ai quand même essayé de réfléchir un minimum et j'ai tenté d'établir un classement en fonction des actions des personnages, de leur évolution, de leur environnement, de leur puissance en tant que sorcier. Tout ça pour obtenir ce classement que je vais débuter tout de suite. En 10e position, j'ai placé, aussi étonnant que ça puisse paraître, un moldu, en la personne de Dudley Dursley. Alors, pourquoi Dudley, me demanderez-vous? C'est vrai, pourquoi placer un abominable sale gosse mal élevé au top 10 des personnages les plus sous-cotés? Eh bien pour son évolution. Et parce que, justement, il a été mal éduqué par des parents intolérants, et qu'il a suivi leur éducation sans se poser de questions. Mais, si vous ne le saviez pas, à la fin, il y a une scène qui apparaît dans les scènes coupées de Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, où on voit une interaction entre Harry et Dudley au moment où les Dursley quittent Private Drive pour se mettre en sécurité. On voit Dudley s'avancer vers Harry quand il comprend que son cousin ne part pas avec eux, pour lui serrer la main et, de façon très maladroite, lui dire quelques mots sympathiques. Apparemment, depuis que le jeune homme a été attaqué par les détraqueurs, il s'est vu vraiment tel qu'il était, il a compris comment il agissait, et même si ça lui a fait l'effet d'une grosse tarte dans la tronche, il a fait une énorme introspection et s'est totalement remis en question. D'ailleurs, une fois adultes, les deux cousins sont restés en contact et ont échangé des cartes de vœux tout au long de leur vie. Et on sait également que Harry et Ginny rendaient visite à Dudley à chaque fois qu'ils se trouvaient pas loin de son lieu d'habitation. Du coup, je trouve que c'est une 10e place amplement méritée pour Dudley. Numéro 9, Bill Weasley. On commence la famille Weasley avec William Arthur Weasley, dit Bill. Il est l'aîné de la famille et a donc derrière lui 5 petits frères et une petite sœur. Et rien que pour ça, c'est remarquable. Il était scolarisé à Poudlard, où il a été préfet, puis préfet en chef de la maison Gryffondor. Il obtient 12 buses lors des examens de 5e année. Pour rappel, Hermione en obtient seulement 10, la nulle. Après ses études, il est embauché par Gringotts en tant que briseur de maléfices, c'est-à-dire qu'il était chargé de lever les sorts présents sur les lieux où sont cachés des trésors. Lui travaillait plus particulièrement en Égypte. Il revient par la suite en Angleterre pour intégrer l'ordre du Phénix. C'est là qu'il rencontre la Française Fleur de la Cour et qu'il finit par l'épouser. Il se bat lors de la bataille de la Tour d'Astronomie et évidemment lors de la bataille de Poudlard. Pendant ses études à Poudlard, il était un excellent élève et sa matière de prédilection était la défense contre les forces du mal. Il était connu pour être l'un des plus courageux et talentueux élèves de son année. Il tient ses cicatrices au visage de l'attaque du mange-mort Fenrir Greyback. Numéro 8, le professeur Filius Flitwick. J'ai remarqué que les directeurs de maisons de Poudlard sont très peu exploités, pourtant ce sont de grands sorciers. On se souvient que McGonagall et Dumbledore ont tous les deux été directeurs de Gryffondor avant d'être directeurs de Poudlard, ce qui prouve bien leurs compétences en tant que sorciers. Le professeur Flitwick ne fait pas défaut puisqu'il est le directeur de la maison dont la devise et le leitmotiv est d'être le plus intelligent. Il fait partie des professeurs qui vont mettre en place les pièges pour protéger la pierre philosophale. C'est lui qui a créé l'épreuve des clés volantes avec les balais. Avant d'être directeur de Serre d'Aigle, il était professeur de sortilège et enchantement. Et d'ailleurs, il doit toujours l'être puisque les directeurs sont également professeurs. Concernant ses faits d'armes, il va, pendant la bataille de Poudlard, tuer Dolohov, le mange-mort qui est à l'origine de la mort de Rémus Lupin. Donc on peut estimer que son niveau est quand même plutôt très conséquent. Numéro 7. On continue avec les directeurs de maison, puisqu'en numéro 7, on retrouve la professeure Pomona Chourave, qui est un personnage que j'adore et qui me fait beaucoup penser à ma belle-mère, que j'adore également. C'est la professeure de botanique, mais également la directrice de la meilleure maison, Poufsouffle. Oui, alors on a dit que ce classement n'était pas du tout objectif. On sait qu'elle a neutralisé un détraqueur qui s'était infiltré dans Poudlard avant qu'il ne s'en prenne à une élève. Elle est très
protectrice envers ses étudiants, et parfois pas très objective, disons, puisque au lieu de punir un Poufsouffle qui avait affronté un cerf d'aigle en duel, elle lui a offert une boîte de glace à la noix de coco. Elle s'oppose à la tyrannie que fait régner Dolorès Ombrage lors de son passage à Poudlard et vote pour le maintien de l'ouverture de l'école lorsque Voldemort revient en force. Elle prend avec elle un petit groupe d'élèves lors de la bataille de Poudlard afin de combattre des mange-morts à l'aide de certaines spécialités provenant de plantes. Elle est également capable d'invoquer un patronus non corporel, c'est-à-dire qu'à la place d'un animal, c'est un mince filet d'argent qui plane comme de la brume, et ce sont seulement les sorciers extrêmement doués qui sont capables de faire ça. C'est elle qui place le filet du diable comme première épreuve pour protéger la pierre philosophale. C'est elle également qui détecte les facultés exceptionnelles de Neville Londubat en botanique, et elle va le pousser dans cette voie et l'aider au maximum. On voit également qu'elle a un grand cœur lorsqu'elle accompagne sa collègue, la professeure Trelawney, tellement sous le choc de l'annonce de son renvoi qu'elle trébuche et tombe. C'est la professeure Chourave qui l'aide à marcher. Pour moi, tout ça vaut bien la 7ème place. Numéro 6. Et on poursuit avec le cran professoral avec le professeur Horace Slughorn. Alors, lui, ça m'a posé un problème de conscience, parce que c'est quand même un mec qui fait des réunions secrètes avec des étudiants qu'il estime être les meilleurs. C'est hyper élitiste et un peu malsain quand on y réfléchit bien. Mais Slughorn, c'est aussi le maître des potions de Poudlard des années 20 à 1981. C'est lui qui parle au jeune Tom Jedusor des Horcruxes, donc on peut quand même estimer qu'il avait une très bonne connaissance de la magie, et surtout de la magie noire. D'ailleurs, il s'en voudra toute sa vie de lui avoir appris ça. On sait également qu'il peut modifier sa mémoire, qu'il est l'un des meilleurs en préparation de potions, qu'il maîtrise l'occlumencie, puisqu'il empêche Dumbledore de lire dans ses pensées, mais également les sortilèges, et qu'il est même capable de les jeter sans les prononcer. Et il est également doué en métamorphose, puisque pendant sa retraite, il parvient à échapper à un mange-mort qui venait le recruter de gré ou de force en se transformant en fauteuil. S'ensuit, après, une année de fuite durant laquelle il se cache des sbires de Voldemort. Il revient à Poudlard en 1996, remet en place son petit club élitiste. D'ailleurs, on peut noter que, malgré son passé serpentard et son éducation de sang pur, lui, il s'en est toujours fichu, et il a toujours côtoyé les sorciers et les sorcières les plus intelligents et intelligentes, peu importe leurs origines. Et il participe donc à la bataille de Poudlard, où il affronte personnellement Voldemort aux côtés de McGonagall et Shacklebolt. Il prend définitivement sa retraite en 1998, mais ses cours de potions sont tellement réputés qu'il aura un portrait à son effigie à une place d'honneur dans la salle commune des Serpentards. Numéro 5. On commence le top 5 par l'un des personnages les plus appréciés de la saga, je crois, et c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut dans le classement, parce qu'il est déjà... il n'est pas sous-coté quoi du coup. Il s'agit de Dobby. Je ne vous apprends rien en vous disant que les elfes de maison sont insane. Ils sont extrêmement puissants en magie. Pour rappel, Dobby parvient à bloquer l'accès à la voie 9/3 à Harry et Ron. Il ensorcelle un cogneur lors d'un match de Quidditch. Il fait voler un gâteau simplement en claquant des doigts. Il est capable de transplaner. Bref, il y a peu de choses qu'il ne soit pas capable de faire. C'est également lui, dans les livres, qui parle à Harry de la branchiflore pour son épreuve au cours de la coupe de feu, et qui lui indique l'existence de la salle sur demande. Il est très proche d'Harry Potter, qu'il considère comme son ami, et est très fier d'être un elfe de maison libre, contrairement aux autres elfes de maison qui ne souhaitent pas être libérés, même si pour rappel, Hermione crée la salle, soit la société d'aide à la libération des elfes, mais qui ne fonctionne pas très bien. Il risque tout pour sauver Harry, ce qui le mènera à sa perte, puisque c'est lors de son incursion au manoir des Malfoy pour le libérer qu'il se fait poignarder. Il tient tête à Narcissa Malfoy et à sa sœur Bellatrix Lestrange afin de permettre à Harry et Ron de se sauver, en désarmant au passage son ancienne maîtresse d'un claquement de doigts. Lorsqu'il prend la main d'Harry afin de transplaner avec lui hors du manoir, Harry s'aperçoit à l'atterrissage que Dobby a un poignard planté dans le cœur et le petit elfe de maison succombe à ses blessures peu de temps après, dans les bras de son ami Harry Potter. Numéro 4. Alors là, on passe à un tout autre registre avec Barty Croupton Junior. Ouais, alors je vous entends grincer des dents derrière vos écrans, mais laissez-moi vous expliquer. Barty Croupton Junior est donc le fils de Barty Croupton Senior, logique, qui est lui-même ministre de la Justice magique puis de la coopération magique internationale. La famille Croupton est une ancienne famille de sang pur et leur lignée s'est probablement éteinte avec la mort de l'unique fils de Barty Senior, le fameux Barty Junior. Il est un excellent élève lorsqu'il fait sa scolarité à Poudlard puisqu'il obtient 12 buses lors des examens de fin de 5e année. Sauf qu'il commence à avoir des fréquentations un peu discutables en la personne des mange-morts.
Il est donc enfermé à Azkaban suite à la dénonciation d'Igor Karkaroff pour sauver ses propres fesses. Sa mère prend sa place, car elle ne supporte pas de savoir son gentil petit chérubin en prison, et il repart avec son père. Au courant, bien sûr, sinon ça peut donner lieu à des quiproquos bizarres et un peu dégueux. Barty Senior, pensant contrôler son fils, lui lance un sortilège d'Imperium, mais Barty Junior s'en libère peu à peu et redevient entièrement libre lors de la Coupe du Monde de Quidditch. Le mec est donc capable de s'évader d'Azkaban et de se défaire d'un sortilège impardonnable. Par la suite, il va retrouver Voldemort et reprendre sa place de fidèle. Il parvient également à capturer Alastor Maugret, dit Maugret Folœil, qui est, je vous le rappelle, l'un des plus grands aurores de tous les temps, voire peut-être le plus efficace dans la lutte contre les Mangemorts. Sous cette apparence, il manipule à peu près tout le monde à Poudlard, Hagrid, Cédric Diggory, Dobby, dans le but de faire gagner Harry Potter afin qu'il se retrouve face à face avec Voldemort à la fin des épreuves du tournoi des 3 sorciers. Bref, une grosse merde, mais une grosse merde extrêmement douée. Avant de vous parler du top 3 de ce classement, j'aimerais donner une mention honorable à 2 sorciers, que j'ai choisi de ne pas inclure dans le classement, mais qui auraient pu y mériter leur place. On va commencer par parler de Sibylle Trelawney, la professeure de divination de Poudlard. Elle a l'air craintive et pas très impressionnante comme ça, mais elle est en fait l'arrière-arrière-petite-fille de Cassandra Trelawney, une voyante très célèbre ayant le don de prophétie. D'ailleurs, Cassandre, c'est un nom très connu chez les voyantes, puisque c'est le prénom d'une voyante dans la mythologie grecque qui a été maudite. Et donc sa malédiction, c'est de pouvoir voir l'avenir, mais que personne ne la croit jamais. Bref, l'aïeul de Sibylle est inspiré de cette voyante très célèbre. Sibylle a le don de troisième œil qu'elle hérite de Cassandra. Ce sont les 2 seules femmes connues pour l'avoir possédée. C'est Trelawney qui donne à Dumbledore la prophétie à propos de Voldemort et d'Harry Potter. Elle prédit également le fait que Peter Pettigrew va rejoindre son maître, ce qui se produit peu de temps après. Elle annonce également à Harry la mort de Dumbledore, qui se produit dans la soirée. En fait, elle est très forte en divination, mais malgré elle, ce qui fait que je ne pouvais pas la classer, mais que je souhaitais tout de même la citer. Et je tiens également à mentionner Kingsley Shacklebolt. Lui, j'ai vraiment hésité à le mettre dans le classement, mais en fait, il n'est pas assez présent et on ne sait pas grand-chose à son sujet dans le livre et encore moins dans les films. Et c'est bien dommage, car c'est vraiment un sorcier très puissant, issu d'une grande famille. Il est aurore au ministère de la magie et rejoint par la suite l'ordre du Phénix. Il est chargé de la traque de Sirius Black par le ministère et en profite donc pour l'aider à fuir grâce aux informations qu'il obtient par son travail. Il est fiable, fidèle, sérieux, intelligent, malin. D'ailleurs, j'ai appris que, pendant qu'il luttait contre Voldemort, il a participé à une émission de radio sous le pseudonyme de Royal, durant laquelle il invite les sorciers à protéger les Moldus à l'aide de sortilèges de protection. Il sera ensuite nommé ministre de la magie. Rien que ça. D'ailleurs, pendant son mandat, c'est lui qui va retirer les détraqueurs d'Azkaban et y nommer à la place des aurores pour garder les prisonniers. Et nous attaquons donc le top 3 avec nul autre que celui qui aurait pu être l'enfant de la prophétie à la place d'Harry Potter, Neville Londubat. Neville est le fils de 2 puissants aurores, très engagés dans la lutte contre les forces du mal, Frank et Alice Londubat, qui, on le sait, ont été tellement torturés par les Mangemorts qu'ils en sont devenus fous. Et pourtant, quand on pense à Neville, enfin moi en tout cas, je pense au petit bonhomme aux joues rondes qui se fait immobiliser par le maléfice du saucisson lancé par Hermione. Et petite parenthèse d'ailleurs, il était si mauvais en magie quand il était petit que ses parents et sa famille proche ont cru qu'il était un craque-molle, donc un sorcier qui n'a pas de pouvoir magique. Enfin, issu de sorcier qui n'a pas de pouvoir magique. Cela dit, ça nous montre déjà son immense courage, car il ose tenir tête à ses camarades qui, il le sait, sont bien plus avancés en magie que lui. Car Neville n'est pas ce qu'on pourrait appeler un élève modèle, sauf en herbologie, pour laquelle il a clairement un don. N'ayons pas peur des mots. Il rejoint l'armée de Dumbledore et à partir de là va commencer à prendre un peu plus confiance en lui. D'ailleurs, il en devient le chef de l'armée, lorsque le Golden Trio s'absente pour chercher les Horcruxes. En parlant de Horcruxes, c'est lui qui détruit le dernier en la personne, enfin, en le serpent de Nagini, ce qui permet à Harry de vaincre Voldemort. Il l'a détruit avec l'épée de Gryffondor, qui est arrivée à lui en le reconnaissant comme un Gryffondor dans le besoin. Il participe à la bataille du département des mystères, au cours de laquelle il brise accidentellement la prophétie faite sur Harry Potter et Voldemort. Il va également se battre contre les Mangemorts, qui tentent d'envahir le château avec l'aide de Drago Malfoy. Il devient donc, par la suite, le chef de la résistance à Poudlard en l'absence de Harry, Hermione et Ron. Lorsque Voldemort revient pendant la bataille de Poudlard, emportant le corps apparemment sans vie d'Harry, il le défie,
et tranche la tête de Nagini, détruisant donc ainsi le dernier Horcrux. Par la suite, il deviendra brièvement Aurore, mais changera radicalement de carrière en prenant le poste de professeur de botanique à Poudlard. En deuxième position de ce classement, qui, je le rappelle, n'est pas du tout objectif, j'ai classé Abelfort Dumbledore, le grand frère d'Albus. Alors, attention, ici ça va spoil sale la trilogie des Animaux Fantastiques. Donc, si vous ne l'avez pas vu, bouchez-vous les oreilles. Bon, pas besoin de parler d'Albus, je pense qu'on est tous au courant que c'est probablement le plus grand, ou au moins l'un des plus grands sorciers de tous les temps. Dans les Animaux Fantastiques, on voit ce monsieur, entre deux âges, qui tient une taverne. On pourrait presque penser qu'il n'est même pas un sorcier, mais si. On sait qu'ils ont été brouillés avec son frère suite au décès de leur sœur, car Abelfort avait prévenu Albus de ne pas se rapprocher de Grindelwald, qu'il sentait comme instable et très dangereux. Lorsqu'une querelle éclate entre les trois jeunes hommes, l'un des sortilèges est accidentellement reçu par Ariana, sans qu'on ne sache jamais de qui il venait, et la jeune fille décède. Quelques années plus tard, on peut voir dans les Animaux Fantastiques que les deux frères se sont retrouvés, et c'est à ce moment qu'on apprend qu'Abelfort est le père biologique d'Aurelius, un très puissant sorcier obscural. Donc, on peut imaginer que le père a également de grands pouvoirs qu'il a transmis à son fils, sachant en plus que la mère était, il me semble, une moldue. Encore beaucoup plus tard, il va faire de sa taverne un refuge pour aider les élèves de l'armée de Dumbledore à se cacher, après le décès de son frère. Il va les nourrir, et sa taverne fera office de passage entre la salle sur demande de Poudlard et Préolard. Il va prendre part à la bataille de Poudlard, un peu malgré lui, mais parviendra néanmoins à jeter un sortilège de stupéfixe sur le mange-mort Augustus Rookwood. On n'en connaît pas beaucoup plus sur les capacités magiques d'Abelfort, car il semble qu'après le décès de sa sœur, il ait décidé de renoncer plus ou moins à la magie. Mais le fait qu'il soit le grand frère du plus grand sorcier de tous les temps et le père d'un jeune homme extrêmement puissant me laisse envisager des pouvoirs insoupçonnés chez cet homme bien peu exploité, d'où sa présence à la deuxième place de ce classement. Et en numéro 1, la personne pour qui, je l'avoue, j'ai créé ce top 10. Ah, j'avais prévenu que c'était pas objectif, fais pas semblant de surprise. Molly Weasley. Parce qu'elle a battu Bellatrix Lestrange, sans déconner. Pourquoi personne ne parle plus de Molly Weasley ? Non seulement elle a réussi à éduquer à peu près correctement 6 garçons et une fille, avec un mari qui m'a l'air, ma foi, fort sympathique, mais fort déconnecté quand même, mais en plus, elle a défoncé la plus tarée et la plus extrémiste des mange-morts. Bellatrix, c'est une fanatique prête à tout, et surtout à mourir pour Voldemort. Elle avait rien à perdre, et il n'y a rien de plus dangereux qu'un fanatique qui n'a rien à perdre. C'est la scène, dans le bouquin, à laquelle je m'attendais le moins et qui m'a procuré le plus d'émotions, quand Bellatrix s'attaque à Ginny, et que Molly débarque pour se battre. À ce moment, elle vient de perdre l'un de ses fils et elle voit la plus tarée des mange-morts se jeter sur sa fille. Du coup, elle devient folle. Elle dégage tout le monde autour d'elle et elle décide de régler ses comptes une bonne fois pour toutes à Bellatrix. Et elle y parvient. Et rien que pour ça, elle méritait d'arriver en première place de ce classement. On sait qu'elle est issue d'une famille de sang pur et que 2 de ses frères étaient membres du premier ordre du Phénix, au nom duquel ils ont été tués par des mange-morts pendant la première guerre des sorciers. Et en plus, elle est du signe astrologique du Scorpion, puisqu'elle est née un 30 octobre. Et ça veut forcément dire que c'est une bonne personne, non ? Voilà, ce classement est terminé, ce top 10 est terminé. J'espère que, même si effectivement c'est très subjectif, j'espère que vous serez quand même un petit peu d'accord avec moi. Si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas sur Harry Potter, j'essaye de faire une sur 2. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.